C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver. Et on est encore là pour ce mois de juillet 2017, on sera là pour tout l'été et on dit bonjour à Éparcurien. Bonjour Nagla Glaçon, bonjour tout le monde et joyeuse canicule. Joyeuse, voilà, ça va, ça s'est calmé. On va pas parler météo, par contre, je vous rassure, on va se poser la question en fait des licences dans le parc Disneyland Paris. Parce qu'on l'a constaté, il y a de plus en plus de Star Wars, il y a pas mal de Pixar. On sait qu'il va y avoir une grosse entrée de Marvel aussi. C'est aussi le cas dans les autres parcs d'ailleurs, il n'y a pas que Disneyland Paris. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. On en discutera très largement, ce sera notre dossier. En fin de podcast, on évoquera Star Wars Battlefront 2, le prochain gros jeu Star Wars auquel j'ai pu jouer à l'alpha fermée, celle qui a été présentée à l'E3, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais pour commencer ce podcast dans des conditions idéales, on attend avec impatience les news d'Éparcurien. Alors, Éparcurien, Pirates des Caraïbes, ça y est, il arrive enfin là, on est sur les starting blocks. Ça y est, ça frétille un petit peu, les polémiques se lancent, tout le monde commence à s'exciter un petit peu. Ça arrive, ça y est, le 24 juillet, on le sait depuis quelques moments maintenant. Ceux qui sont allés sur les parcs récemment ont pu déjà voir en fait en zoomant avec les caméras, en se mettant dans les bons angles, sur les bons ponts, dans les bons tuyaux, que le fort a déjà été repeint. Quand on approche de la zone de l'attraction, donc au niveau de Peter Pan, ce coin-là, on peut déjà commencer à entendre que la boucle audio a changé avec notamment la bande originale des films de Hans Zimmer et compagnie. Ah ouais, il y aura carrément du Klaus Badelt et du Hans Zimmer dans les parcs maintenant. Eh ben oui, faut. Rigolo. Ah oui, ça change un petit peu D'accord, pourquoi pas. Donc au programme des nouveautés, on le savait déjà, bon ça c'est évident, il y aura du Jack Sparrow avec au moins 2 animatronics a priori, un show amélioré, revu, on espère avec des des animatroniques remis en état avec notamment les duellistes, on sait pas trop ce qui va arriver aux duellistes qui avaient disparu depuis longtemps déjà. Alors on les a revus, je crois, en 2012-2013, je saurais pas dire l'année exacte, et à un moment donné où ils les auront mis pendant quelques mois et puis ils sont vite repartis. Ils étaient dans un très mauvais état en même temps. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend. Les duellistes, c'est ces 2 animatroniques qui se battent à l'épée et qui ont une technique. Enfin, la technique de ces animatroniques, c'était exceptionnel pour leur époque, quoi. Et c'était, il me semble, exclusif à Disneyland Paris pour le coup. Ouais. Donc, dans les nouveautés, on a toujours la bande-son qui va changer, qui va elle aussi reprendre un peu les musiques du film, tout en gardant le thème Yo Ho, a Pirate's Life for Me. Oui, parce que celui-là, s'il le vire, je fais une pétition, je serai peut-être tout seul, mais je la fais, quoi. Je veux dire, non, je pense que tu seras pas tout seul. À mon avis, tu seras pas tout seul. C'est la musique qui reste en tête, mais celle-là, elle est bien. Il y a plein de musiques qui restent en tête qui sont pénibles, Small World, mais alors celle-là, elle est bien, donc laissez-la, elle est très bien. Ah, d'accord. Mais donc on a d'autres choses, on a plus là pour le coup des vraies confirmations, des vraies nouveautés. C'était des choses qu'on avait déjà un petit peu entendues en rumeur, mais que là sont un peu confirmées. Donc on va parler des apparitions de Davy Jones et de Barbe Noire a priori en des nuages de vapeur, des écrans d'eau, des choses comme ça. Alors Davy Jones très bien, Barbe Noire c'est celui de Pirates des Caraïbes 4, on s'en fout. Non, ça reste cool, parce que en fait le problème qu'ont les versions américaines, c'est qu'il y a un côté très, on a mis Jack Sparrow, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'attraction originale et Jack Sparrow. Ouais, mais ils ont modifié à l'époque du premier film, quoi. Ils ont pas trop mis à jour. Pas du premier film, non. Ils ont pris en compte que le premier film, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ils ont surtout pris en fait le problème, c'est juste que t'as que Jack Sparrow, Barbossa, tu vois, par exemple, il était déjà dans le premier film. Ouais. Et donc on a ça, on a aussi l'autre grande nouveauté, c'est l'animatronique Barbossa qui sera au niveau de la fin dans les espèces de cavernes où on a notamment un squelette avec un gouvernail. Je sais pas si vous voyez la scène, mais c'est au niveau un peu de la scène du trésor, c'est en face. C'est ça, quand il y a plus grand monde, enfin quand il y a tout s'est très calmé après le tumulte des pirates, il y a ce moment où on plonge et ce moment où on est dans un endroit un peu plus humide, un peu plus glauque. Commence à y avoir des squelettes et compagnie. Et je l'ai déjà dit, mais Barbossa, c'est mon personnage préféré de la licence, donc je suis très content qu'il soit là en animatronique. Et donc il aura un effet de squelette, un peu comme ce qui se fait à Shanghai, mais pas avec la même technologie a priori, où en gros tu le verrais un peu apparaître et changer de forme, un peu comme dans le film, avec le premier film. Donc. Ok, très bien tout ça, très bien, ça donne envie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous est prévu là Alors, tu parlais de polémique tout à l'heure. Qu'est-ce qui va pas Ça va pas, hein, il y a un problème. Disney, ils sont gentils, mais c'est un petit peu le monde des bisounours, et on sait que ils ont pas mal de petits problèmes avec certaines choses. On sait que donc la scène de la vente des esclaves, beaucoup de monde où on a au niveau du pont, je ne sais pas si vous voyez, donc on a des pirates qui veulent acheter la fameuse rouquine notamment. Au milieu de la scène du village. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc il y a la scène de village et effectivement les pirates ont pris le contrôle du village plus ou moins et sont en train de piller et de faire ce que font les pirates. Et notamment donc il y a une rouquine qui est sur le point d'être vendue. C'est ça l'idée. C'est ça. Donc et le problème c'est que Disney en ce moment ils aiment bien faire des trucs un peu plus lisses, mettre des femmes en avant. On l'a vu dans Star Wars et compagnie. Et donc là l'idée c'est que cette scène poserait problème pour eux. Ils la changeraient, hein. Ça ils l'ont dit pour le coup, donc on a maintenant la confirmation que cette scène va changer et que la rouquine donc deviendra donc non plus une esclave mais sera désormais une pirate et qui sera a priori avec d'autres pirates en train de piller le village. D'accord, ouais c'est vrai que c'est un peu ça. Je comprends pourquoi ils le font d'une certaine façon, c'est le même esprit que quand ils t'expliquent que Mélodie du Sud, ouais il est bien le film, hein, Zipedidouda, tout ça c'est super, mais on va arrêter de faire quelque chose qui glorifie l'esclavage, ça se fait quand même pas trop. Moi je comprends pourquoi ils le font. Ouais. Je suis pas d'accord sur le fait que ça glorifie, tu vois, enfin, après on peut dire ce qu'on veut, oui certes, ouais effectivement, c'est pas une représentation parfaite des pirates de l'époque, enfin notamment t'as très peu de pirates de couleur dans Pirates des Caraïbes alors que ça se passe dans les Caraïbes, c'est paradoxal, ouais. Mais tu vois, enfin t'as ce côté un peu on fait ça fait plaisir à des féministes, ça fait plaisir à des associations, des choses comme ça, c'est bien, mais au fond est-ce que vraiment c'était légitime de la changer? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire? En fait je pense que c'est typiquement lié au film. À l'époque Pirates des Caraïbes, l'attraction seulement, c'était une attraction où les pirates c'était des pirates, tu venais voir des pirates donc tu t'attendais à ce que des pirates ça soit des salopards qui tuent, qui pillent et qui mettent des trucs en esclavage. Depuis ils ont fait les films et le problème des films c'est qu'ils sont hyper... ils créent une problématique très bizarre dans notre esprit, dans notre façon d'aborder les pirates, parce que les pirates ce sont les héros des films et t'as de l'empathie pour eux. Et le problème c'est que si tu trouves que les pirates c'est les gentils des films par rapport aux méchants gouverneurs qui veulent les tuer plusieurs fois dans certains films, tu peux pas en même temps te dire l'attraction tu vas rencontrer les gentils pirates du film et ils font de l'esclavage, tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça pose un problème. Alors autant je vois ce que veut dire et ta théorie se tiendrait si ça avait été le cas aux États-Unis. Or pour l'instant ils n'ont pas changé aux États-Unis, ils ont annoncé donc en même temps qu'ils ont annoncé ça que ça allait changer aux États-Unis par la suite. Donc pour une fois on a un truc en avance. La censure first chez nous. Mais ouais pour le coup mais c'est un problème pour moi parce que c'est pas très Après ton argument se tient. Je pense que ça se justifie dans la mesure où effectivement tu présentes les pirates comme les gentils. Maintenant dans cette attraction ce sont des gentils. Quoi qu'on en dise, parce que les films sont passés par là et qu'ils ont fait en sorte que, et du coup t'es obligé d'en faire des pirates de monde Disney, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est dommage. Pourquoi pas bientôt des pirates féminines, tu vois. Enfin, non, mais enfin, ça limite que la représentation féminine. Je sais pas si c'est bien l'important dans l'histoire, mais effectivement, c'était un problème et je comprends pourquoi. À mon avis, ça a dû se creuser la tête bien sévèrement en se disant est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le refait pas. Je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied avec cette histoire de film Pirates des Caraïbes. On en reparlera peut-être un peu plus tard des licences justement, mais le fait comme ça de donner un univers à ces pirates, ça permet de faire plein de trucs cool, mais derrière t'es obligé d'assumer des pirates gentils, c'est pas très simple. Ouais, donc on va passer là-dessus. Ouais. Un petit détail intéressant à souligner quand même, c'est que l'annonce de ces changements a été faite sur le Disney Parks blog américain en priorité. Donc les changements de Disneyland Paris. Hein, donc. Oui, bah écoute. Hein, mais donc c'est vachement intéressant pour le coup, parce que on va en parler plus tard, mais l'opéra a été un succès. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que la communication sur DLP va s'américaniser un petit peu et donc nous annoncer des trucs en amont, des choses comme ça. Elle a été reprise en français le lendemain, mais c'était quand même le lendemain, donc ça veut dire que ça a été fait en amont aux États-Unis. Ok, c'est intéressant, effectivement. Et alors, le Blue Lagoon, il devient quoi ?
Autre polémique, décidément ça n'arrête pas. Il va changer de nom, il va devenir le Captain Jack's Restaurant des Pirates. Donc Captain Déjà, c'est Jack's, chiant à dire. déjà oui, et tu pourrais le traduire un petit peu par chez le Capitaine Jack, en gros, en français tu sais ce qu'on mettrait. Et donc l'idée c'est que Jack Sparrow aurait gagné le restaurant dans un pari. Et donc non, le propriétaire du restaurant, ce qui justifie le nom, même si c'est un petit peu ouais vas-y, c'est un peu facile comme explication. L'intérieur sera a priori reménagé et il y aura un côté très pirate dedans, donc vous serez servi par des pirates et des choses comme ça. Là encore, ça fait une grosse polémique parce que le Blue Lagoon avait ce côté un peu différent des autres restos. Il y avait ce côté un petit peu plus adulte, un petit peu plus posé, calme, cosy, que n'aura vraisemblablement pas. Enfin, avec un nom comme ça, déjà le nom fait très cheap. Quoi qu'on en dise, le Captain Jack's Restaurant des Pirates, c'est un peu comme si tu marquais en gros, ici il y a Jack Sparrow qui vous sert des gâteaux. Tu vois, c'est un peu ce que tu ferais dans un jeu de gestion où tu crées ton parc d'attractions, tu sais, tu fais un truc de pirate et tu écris en gros dessus Pirates des Caraïbes, tu sais, pour dire c'est les Pirates des Caraïbes en fait. C'est ça. Bon. Venez, il y a de la licence, vous connaissez, c'est bien. Ouais, ça fait très Walibi, ça fait très cheap. Enfin, c'est vraiment. Walibi qui en prend une en passant, boum. Dans 2 minutes, on va parler de Minimoy chez Europa Park. Pardon. Donc, donc effectivement. Alors moi, mon premier regret, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de manger au Blue Lagoon. J'aurais voulu le tester avant. Moi, mon deuxième regret, c'est que tu devais me le payer, figure-toi. C'est vrai, merde. On a raté une occasion. Mais sans parler de ça. Donc d'autres choses au niveau de la polémique. Vu le nom, on peut s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement des rencontres de personnages. Et globalement, ce que fait Disney à chaque fois qu'il rencontre, ou pas d'ailleurs, qui revisite un restaurant, les prix augmentent. On l'a vu notamment au Lucky Nuggets récemment avec les shows tout pourris de marionnettes. Mais si les prix passent à quelque chose de similaire à l'auberge de Cendrillon, qui est clairement trop cher pour ce qui est servi. Ouais, bon, on va, je sais pas, à voir. Faudrait. Un jour, on fera un podcast où on parlera des restos et on se fera payer le tout par IGN France. Coucou IGN, si vous nous entendez. Alors, ok, merci pour ce pas. On a beaucoup parlé de Pirates des Caraïbes quand même, donc on va pouvoir avancer. Je crois que c'est la dernière grosse réhabilitation si on met de côté Cinémagique. Pour 2017, oui, effectivement, c'est la dernière grosse réhabilitation, c'est-à-dire que, hors quelques petites fermetures annuelles d'1 ou 2 semaines, il y a notamment les tasses du Chapelier Fou qui seront fermées fin août pour 1 ou 2 semaines. Ouais, ça se fait pas catastrophique. Ouais. Il y aura effectivement plus de grosses réhabilitations avant janvier, et notamment Phantom Manor et compagnie. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Le parc est ouvert. On respire un petit peu. Je veux dire, on se souvient de l'été 2016 où il y avait 2 landes de fermées quasiment. Bon là, ça fait du bien de voir les choses se réouvrir un peu. Ça fait plaisir. C'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas eu ça pour le lancement des 25 ans, mais bon, ça finit par arriver. Et mine de rien, quand tu vois le marathon que ça a été ces 25 ans pour tout préparer, je trouve qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien. Ok, la forêt de l'enchantement, ça y est, ça rouvre aussi. Et oui, on est super content parce que c'est vachement chouette. Donc ça a rouvert le 1er juillet, donc il y a 3 jours, si je sais bien compter. Le show a été... oui, au moment de la diffusion. Le show a été revisité. Ils ont notamment mis un écran géant au fond de la scène, ce qui permet de donner pas mal d'ambiance. Il y a des photos qui ont tourné, où on voit notamment... puis même l'avant-première a déjà eu lieu, où on voit notamment donc quand tu as Réponse et Flynn Rider sur leur péniche, donc c'est pas une péniche du tout, c'est leur barque, leur embarcation, on s'en fout. T'as un espèce de fond un peu bleuté, un peu nuit, un peu cool. J'imagine qu'il y aura des lanternes, des choses comme ça. Enfin, globalement, ça va. Il y a un côté un peu montée en gamme du spectacle, a priori, c'est l'impression que ça donne. Où le précédent, la première édition, qui avait rencontré un grand succès, avait un côté un peu fait avec des bouts de ficelle. Et ouais, là on sent qu'ils ont voulu mettre les moyens, quoi. Là ils se sont dit en fait ça marche, et ils ont mis un peu les moyens techniques au niveau des moyens artistiques qui étaient déjà très forts avant, avec une belle chanson, pas mal de belles chorégraphies. D'ailleurs la chorégraphie a été revisitée ou changée, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus revisité par Martin Isbaer. Ouais, bon. Ouais, Marty, on l'appelle dans le jargon. Martin Mystère, donc. C'est pas beau de se moquer des noms.
On en reparlera, je pense, le mois prochain quand on aura l'occasion de On aura revoir. l'occasion de le tester effectivement et on vous fera le point complet, comme pour Pirates des Caraïbes d'ailleurs. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous le premier mercredi de août pour parler de Pirates des Caraïbes et de la forêt de l'enchantement. En tout cas, attendez pas notre tour pour y aller, ce serait dommage parce que ça vaut le coup, grave. c'est certain. Et ça se termine ferme dès début septembre, le 2 ou le 3, je sais plus. A priori, c'est Je le crois que 3 c'est le 3, septembre, oui, ouais. effectivement. Et du coup, ouais, c'est un peu tendu. Hein. C'est comme Tarzan à l'époque. C'est le show de l'été. Faut se presser pour aller le voir parce qu'il vaut le coup. C'est ça. Ok, alors, on a de l'actu pognon qui nous arrive sinon. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, ça y est, l'OPA, c'est fini. On va pouvoir avancer maintenant. Donc, la Walt Disney Company, hein, suite à un suspense assez insoutenable, a réussi à rassembler 97%. 97,08% des actions, même pour être précis. On se moque du sachant- suspense, mais sur la fin, on avait la crainte quand même qu'ils avaient l'air de galérer un peu quand même. Ah non, mais je suis sérieux quand je parle de suspense. D'accord. C'est qu'il y avait vraiment quelque Ça chose. sonnait second degré. Ça pouvait sonner, mais honnêtement, il y avait des doutes. Même D'accord. si tu te dis, bon, un groupe comme Disney, a priori, ils ont quand même assuré leurs arrières. Bah, il y a eu un doute qui s'est créé, beaucoup de monde qui s'est posé la question. Il semblerait que même en interne, il y avait des incertitudes. Et donc finalement, hein, ils ont eu 97,08. On rappelle qu'ils voulaient 95% des actions. Et donc ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire retirer de l'action de la bourse et être désormais les seuls maîtres à bord. Hein, les seuls, ils ont plus de compte à rendre à personne. Ils ont plus à faire semblant d'écouter 2-3 actionnaires dans une assemblée générale où globalement on leur envoyait des trucs dans la face. Ils sont maîtres, ils font ce qu'ils veulent, c'est Ok. chez eux et point. Et c'est ça. Et alors c'est dont on parlait. Donc on vous renvoie encore au précédent podcast qui parle du futur de Disneyland Paris, donc le podcast de juin 2017. On peut s'attendre à ce que ça débloque plein de choses, des projets, des choses comme ça qui jusque-là étaient un petit peu. L'OPA allait définir si oui ou non il allait y avoir plein de nouveautés ou finalement ça allait prendre plus de temps que prévu, le temps de gérer tout ça, quoi. D'ailleurs, je te coupe pour me rajouter un truc que j'ai oublié de mettre dans le déroulé. Mais la rumeur du moment, hein, suite à l'OPA, il y a eu pas mal de petites rumeurs qui sont lancées sur les développements. Et il semblerait que Toy Story Mania et Soarin', donc qui étaient un petit peu en ballottage défavorable, comme on dit dans le milieu électoral, soient revenus en force, puisque c'était des attractions vraiment réclamées par Walt Disney Company et plutôt auxquelles Disneyland Paris était plutôt réticente. Et là, pour le coup, donc, a priori, ça reviendrait sur le devant de la scène maintenant que les Américains ils disent merde à Paris, ils se posent plus de questions. Et notamment, Soarin' serait finalement peut-être plutôt intégré dans une séquence d'entrée revisitée du parc Walt Disney Studios. Hein, donc, on aurait toute l'entrée qui serait revue. Donc, Studio 1, vraisemblablement. Toute l'entrée du peut-être parc, ils refont tout et ils intègrent Soarin' dedans, quoi. C'est ça l'idée. probablement de l'entrée à la Tour de la Terreur. En gros, toute cette zone-là serait sans doute retravaillée, revisitée, et on lui donnerait peut-être une cohérence qu'elle n'a pas aujourd'hui. En 20 secondes, rappelez ce que c'est Toy Story Mania, c'est en gros un peu comme Buzz où tu tires partout, sauf que c'est plein d'interactions différentes et c'est beaucoup plus intéressant. C'est des écrans, c'est dynamique, c'est un carton phénoménal partout où ça a été mis, aux États-Unis, au Japon, Voilà. partout. Ça cartonne pareil pour Soarin', hein, pour le coup, qui est un énorme carton. Et C'est des Soarin', attractions. tu es accroché plus ou moins, tu as l'impression de voler puisque tu as un énorme écran devant toi et tu es suspendu dans le vide et tu vas comme ça sur plein de C'est distances. ça, un peu comme le Voletarium à Europa Park ou l'extraordinaire voyage au Futuroscope. Dans Donc allez au Futuroscope. l'intérêt de ces attractions et pourquoi elles reviennent sur le devant de la scène comme ça, c'est que ça coûte pas très très cher. Hein, ça parle aux alentours de 60-80 millions, ce qui est même pas la moitié de Ratatouille. Donc en fait, et ça se construit relativement rapidement. C'est des attractions qu'on sait que ça marche quand c'est construit. Et c'est Du des coup, attractions c'est qui un feront peu- du bien au parc studio. Ça a des grandes capacités, c'est pour toute la famille. Du coup, ça a beaucoup d'avantages. Ok, donc 2 attractions qui sont finalement en marche. A priori. Le chantier Nala est en cours de construction, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une attraction Roi Lion, désolé. Ah, Je suis désolé. Non, c'est un nouveau bâtiment pour les coulisses dont faut savoir que le permis de construire a été déposé il y a plus de 3 ans. Ouais. Et ça y est, ils ont enfin commencé la construction. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? C'est vraiment un énorme bâtiment pour le coup, puisqu'il fait à peu près 9775 mètres carrés au sol, donc c'est précis. Ouais. Et, Donc 10 000 12 mètres carrés, mètres, quoi. et 12 mètres de haut, hein, donc 2 Ouais. étages a priori.
Pourquoi il est là, à quoi il va servir? Bah, ce sera surtout des salles de restauration, des vestiaires pour 1200 personnes, Oh, des ateliers de couture pour a priori 50 postes, si ce que j'ai lu est vrai, des bureaux et des salles de réunion. Et à quoi ça servira, tu me demandes? Eh ben oui, mais à quoi ça servira, te demande de jeu? Eh bien, ça servira à augmenter le volume des performers et des danseurs, machin, pour les parades et pour tout l'entertainment en général. Donc les parades, les spectacles, les rencontres personnages, tout ça, ce sera beaucoup plus facile d'avoir plus de gens parce que bah, il y aura les locaux pour. Donc pourquoi pas dans les quelques années à venir des nouvelles parades, pourquoi pas au Walt Disney Studios, pourquoi pas des parades nocturnes. C'est des choses qui seront plus faciles à mettre en place avec ce bâtiment. Ils ont dû s'apercevoir là en gérant les énormes parades qu'ils ont fait pour les 25 ans avec beaucoup de monde qu'ils étaient peut-être un peu à l'étroit. Ah, ils ont posé le permis de construire il y a 3 ans quand même. C'est vrai, que c'est un vrai. Ça fait besoin un qui petit était là moment depuis qu'ils longtemps. galèrent, ouais. Ok. Ça y est, les billets pour la soirée du réveillon justement sont en vente. Là aussi, il y a pas mal de parades, je crois. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Le On en a gros déjà event, parlé, ouais. gros event mis en avant, c'est une espèce de parade qui rassemblerait plusieurs chars d'anciennes parades. Donc la Magic-Con Parade, la fameuse parade des 15 ans revisitée pour les 20 ans. La Stars and Parade, donc la parade des 25 ans. La Stars and Cars, la parade un peu nulle des Walt Disney Studios. Un peu, t'es gentil. Les cavalcades de Noël et d'Halloween. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est des parades relativement récentes malgré tout. On est déçu parce qu'on n'a pas eu plus d'infos sur le programme, contrairement à ce qui était dit par certaines personnes. Mais on connaît le prix. Oui, mais ça on le savait déjà, le prix. Donc ça va de 29 à 49 € selon si vous êtes résident, si vous avez des passeports annuels, normaux ou Infinity parce que vous êtes riche. Ouais. 49 € pour une soirée qui va de 18h à minuit, 1h, je sais plus. On en a parlé déjà un petit peu, c'est pas donné. On rappelle que si vous prenez un réveillon, un menu réveillon, vous avez accès gratuit à la soirée, ce qui est heureusement, j'ai envie de dire, oui, parce que effectivement. le réveillon au Disneyland Hotel de mémoire, c'est dans les 400 €. Est-ce que vraiment on peut réclamer derrière 50 boules pour une soirée? Je ne pense pas. Écoute, ça se prend. Et alors, je crois que tu voulais finir en nous parlant, c'est un truc que je ne pensais pas qu'on ferait dans ce podcast, de Donald Trump, dis donc. Ah, mais c'est intéressant de parler de Donald Trump, c'est une histoire qui dure depuis quelques mois en fait, où il y aurait eu quelques problèmes. Parce que je sais pas si tu connais, je pense que tu ne connais pas, parce que tu es un inculte, cette attraction américaine, le Hall of Presidents. Ouais. Qui est en fait une attraction où tu as un espèce de petit documentaire, donc c'est au Magic Kingdom de Floride. Tu as un espèce de documentaire sur les États-Unis, les débuts de la construction de la constitution états-unienne, et tu as ensuite la liste de tous les présidents qui sont appelés, ils ont chacun leur petit animatronics, donc il y a un paquet de présidents, je crois 46 maintenant, oui, et ils sont tous appelés un à un avec un 45, petit projecteur. Non, Obama était le 45e, il me semble, mais bon, c'est pas très important. Et donc, le dernier président en date, notamment, donne un discours. Je t'entends vérifier l'information que je viens de te donner. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Le dernier président en date donne un discours et il y a eu beaucoup de débats parce que notamment cette attraction je te confirme devait... que Donald Trump est le 45e, désolé. Je suis content pour toi. Précis dans ce podcast. Donc vas-y, excuse-moi. Tu nuis à mon propos. L'attraction devait rouvrir le 30 juin et c'est toujours pas le cas. Et il y avait beaucoup de discussions comme quoi il y aurait des problèmes entre Donald Trump et la Maison Blanche et Disney Company pour son discours et créer son discours, se mettre d'accord, trouver des séances d'enregistrement pour avoir sa voix, machin. Et donc beaucoup de bruit qui disaient finalement ils vont peut-être ne pas avoir de discours. Ce serait peut-être aussi un moyen de protester parce qu'on sait que Disney n'est pas très fan de Trump. Hein. Ouais. On se rappelle de Bob Iger qui avait quitté je ne sais plus quel conseil. Il a quitté le groupe de conseil. Il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui conseillaient Trump pour essayer justement de le faire infléchir sur certains trucs. Et suite à la sortie des accords de Paris sur le climat, Bob Iger a claqué la porte finalement. Bref. Donc il y avait eu cette petite tension là et donc on a eu la confirmation hier que finalement non, il aura bien un discours. D'accord. Et c'est surtout on avait peur qu'il soit là mais qu'il ne parle pas, tu vois, un côté un peu
Bon, ok, il est là, mais après, quand on voit la liste des présidents, ceux qui connaissent un peu la politique américaine, il y a Nixon, il y a Bush Junior, donc il n'y a pas que des gens bien. C'est vrai. C'est vrai. Cela dit, j'adorerais une attraction comme ça avec Hollande ou Sarko, etc. Je pense que c'est très, très rigolo à Disneyland Paris. Il faudrait qu'ils y aillent, ça pourrait être très rigolo. Avec une petite Marseillaise. Non, c'est pas du tout l'ambiance. Pas du tout. C'est comme quoi on n'est pas du tout dans la même culture. Non, on en a fini. Est-ce que tu veux peut-être ajouter des petits points agenda très très rapidement parce qu'on a déjà c'est ça, pas mal de temps. petite rubrique agenda qu'on va essayer de tenir pour vous. Information importante du mois à venir. Donc on a la soirée Electroland le 8 juillet. Qui a priori fait pas carton plein, semblerait que ce soit assez vide pour l'instant. On rappelle que j'ai plus les prix, mais c'est assez cher. Ouais, c'est cher. Il y aura dans le lot Steve Aoki, Nervo, Michael Calfan, Steve Orlinski et un dernier que je n'ai pas noté. Bravo, on l'appellera Jean-Pierre. Autre date plus importante, c'est la D23, donc la convention biannuelle, donc il y a tous les 2 ans, donc je sais pas si c'est biannuel en fait. Et qui sera en fait donc on aura a priori des infos sur tout ce que fait Disney dans l'univers des films live, dans l'univers des jeux vidéo avec Kingdom Hearts 3, dans l'univers évidemment des parcs d'attractions. Peut-être qu'on aura des informations sur Disneyland Paris maintenant qui sont entièrement gérés par les Américains et comme on l'a vu tout à l'heure que la com se faisait aussi aux États-Unis. Et donc voilà, c'est à suivre. Ce sera a priori vers minuit dans la nuit du samedi à dimanche le 15 juillet. Ok. Donc le samedi 15. Et le 24 juillet, donc la réouverture de Pirates et du Captain Jack's. Le restaurant des pirates. Le restaurant des pirates. Ok, merci beaucoup Éparcurien pour ces news et on va pouvoir enchaîner et passer au dossier. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser. Alors le dossier de juillet, est-ce qu'il y a trop de licences et surtout d'une certaine façon est-ce qu'il n'y a pas toujours les mêmes aussi d'ailleurs, on va voir comment on va l'aborder, dans le parc Disneyland Paris. Alors pour commencer ce dossier, on va vous donner un chiffre. Depuis 2005, donc 2005 c'est la sortie de Space Mountain Mission 2, donc ça fait quand même il y a bientôt 13 ans. Il y a eu 2 nouveautés majeures dans les parcs qui ne soient pas soit du Pixar, soit du Lucas, donc Star Wars et compagnie. C'était la Tour de la Terreur, qui est également une licence d'une certaine façon, puisque c'est la 4ème dimension, même si bon, c'est une licence beaucoup moins connue. Et c'est l'attraction sur Stitch, qui est pour le coup du vrai Disney et qui n'est pas du Pixar ou autre chose du genre. Alors quand on fait ce constat, on se rend compte un petit peu de ce vers quoi semblent se tourner les parcs Disneyland, parce que ça ne concerne pas nécessairement que Paris. Qu'est-ce que t'en penses toi, Éparcurien ? Est-ce que tu trouves que... Je connais déjà la réponse, c'est presque rhétorique. Toi, tu penses qu'il y en a beaucoup trop des licences et surtout qu'on tourne un peu autour des mêmes ? C'est ça. Donc on tourne toujours autour des mêmes. On l'a dit, Lucas, Pixar... on a eu Ratatouille, on a eu Toy Story Playland, on a eu beaucoup de Toy Story. Alors, on peut s'arrêter 30 secondes sur Toy Story. Autant, on va vite s'apercevoir que moi, les licences, c'est pas nécessairement un truc qui me dérange pour plein de raisons. On va avoir l'occasion d'en parler. Je dois admettre que Toy Story, les mecs, stop. Parce qu'on a déjà tout un Playland. On sait qu'il y a Toy Story Mania, on vient d'en parler, qui va arriver assez vite. On a eu Buzz l'éclair à Discoveryland. Depuis 2005, ça fait 4 interactions de Toy Story, peut-être 5 ça, avec Toy Story. Et je ne parle pas de... Ils nous le mettent... Enfin, je veux dire, Toy Story, c'était la une du Dreams version Noël, par exemple. Donc, ils nous le rebourrent encore. Systématiquement, c'est dans les chars, etc. Alors, je comprends, ça fait vendre des jouets, c'est peut-être la plus grosse licence Pixar avec Cars, éventuellement. Et Cars, c'est peut-être moins pratique. Encore, tiens, je comprends pas pourquoi ils mettent pas plus de Cars dans les parades, maintenant que j'y pense. Bref. Mais... Enfin, stop, c'est bon, Toy Story, c'est bon. Moi, j'adore Toy Story. Stop, j'en ai vu assez. En fait, c'est un truc qui va rejoindre beaucoup ce qu'on va dire, c'est que les licences qui vont promouvoir dans les parcs, et de plus en plus c'est le cas, c'est des licences qui ont beaucoup de produits dérivés, beaucoup de choses à vendre, parce que c'est ça en fait. On peut croire que c'est ce qui fait venir les gens, mais c'est même pas tant ce qui fait venir les gens, puisque quand on regarde en 92, quand le parc Disneyland a été ouvert, il y avait du monde. C'était pas le public était au rendez-vous, et il n'y avait pas autant de licences, clairement pas. Vous aviez du Big Thunder Mountain, du Pirates des Caraïbes où il n'y avait pas de film, du Phantom Manor, c'était ça les grosses attractions. Enfin, c'était la nouveauté aussi, c'était le nouveau parc, donc les gens voulaient voir.
Oui, mais en 96, 97 aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, d'accord. Et non, c'est pas comme quoi, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est pas les licences qui font venir des gens, c'est que les licences, elles vont vendre des produits dérivés. Tu vois bien que quand ils ont fait Star Tours 2, leur truc prioritaire, c'était il faut qu'on mette la boutique en avant, il faut qu'on mette Dark Vador à côté, comme ça, tu imprègnes les gens d'une licence, tu les fais vendre. On a parlé de Pirates des Caraïbes, mais c'est tout à fait ça. Le restaurant surtout. On te retire un truc qui était un peu dans un univers un peu cool, un peu différent, et là on te met, hop, c'est Pirates des Caraïbes, venez acheter. C'est Jack Sparrow, vous connaissez, il est cool, c'est Johnny Depp. Tu vois, enfin, t'as un côté très, très mercantile, et au final, le problème c'est pas tant les licences en soi, ça pose pas de soucis, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le problème c'est que elles sont pas forcément cohérentes dans les univers où elles sont mises. On parle de Discoveryland évidemment, où là on a un land qui est tourné, qui est en fait la vision du futur vue par les visionnaires du passé. Donc au 19e siècle, c'était surtout H.G. Wells, Jules Verne, De Vinci et des gens comme ça, avec Orbitron. Et aujourd'hui, on a cette vision qui de plus en plus est faussée. On a eu le Visionarium qui a été remplacé par Buzz, on a du Star Wars dans Space Mountain. On espère que c'est temporaire quand même, parce que voilà, enfin, c'est pas très logique d'avoir dans une enceinte victorienne rétro-futuriste comme Space Mountain avec un gros canon du Star Wars. Sur ça, le mec qui... Alors je n'ai plus son nom, je suis navré, mais le mec qui a conçu Discoveryland à l'époque a répondu il y a pas très longtemps, et il a dit mais c'est la vision des gens qu'ils ont du futur. George Lucas, ça fait partie d'un visionnaire qui voit le futur, c'est pas... Alors tu sais pas à quel point le mec il est corpo quand il dit ça, et il essaye juste pas de défendre Disney. Il est corpo. Mais enfin, l'argument se tient, je veux dire, pourquoi George Lucas ce serait moins bien que De Vinci par exemple? Ça fait hyper fanboy ce que je raconte, mais tant pis. Pour le coup, c'était Tony Baxter, c'est pas le concepteur du land, c'est le concepteur du parc. Ok, d'accord. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Oui, non, mais laisse-moi. Oui, donc, en fait, ce que t'avais quand tu avançais dans le land, c'est que plus tu avançais dans le land et plus tu avais une vision récente du futur. Tu vois, donc, tu avais au début, donc, on l'a dit, Verne, Wells et compagnie. Et quand tu avançais, tu avais au fond, tu avais Spielberg avec EO. Captain EO, Michael Jackson avec Captain EO encore une fois, et effectivement George Lucas avec Star Wars. Donc c'était des visions plus récentes du futur, tel qu'il était imaginé. Et du coup t'avais un peu cette dynamique-là, et ça permettait d'avoir un peu le mélange des deux, qui était cassé par Space Mountain, ce qui fait que du côté de l'entrée de Discoveryland, tu voyais pas le fond Star Wars, tu vois. Tu voyais... T'étais vraiment dans un univers victorien, et quand tu avançais, là effectivement tu rentrais dans un monde un peu plus entre les deux. Pas forcément une réussite, bon, tout le monde peut en discuter, c'est du goût de chacun, mais t'avais cette notion de continuité et t'avais cette cassure entre les deux qui faisait que t'avais quand même... L'idée de base était là. Il faut savoir que Discoveryland a été fait comme ça parce que ils se sont rendus compte en faisant les Tomorrowland et surtout des dizaines d'années après les Tomorrowland que t'avais beau vouloir faire un truc futuriste, dans 10 ans le futur d'aujourd'hui il est dépassé. Oui, non, c'est clair. Et du coup, tu finis par faire une course comme ça, et c'est pas tenable. Ouais. Donc et c'est mieux de faire plutôt un truc un peu romantique de le futur, qu'est-ce que c'était dans le passé, quoi. C'est ça. Ce qui est un peu rigolo à voir. Je vais revenir sur ce que tu disais un peu plus tôt. Tu dis les licences, c'est pas ce qui fait venir les gens dans les parcs. Je pense que c'est pas vrai ça, et que au contraire, faire plein de Star Wars, ça peut être utile. Moi, en fait, je vois quand je bosse pour jeuxvideo.com par exemple, dès que je parle d'un parc qui intègre du Nintendo ou même du Harry Potter, ça fait vraiment fantasmer les gens. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ça, c'est vrai, et on peut pas le mentir. Enfin, il suffit. Je vais être honnête. Universal, quand ils ont lancé leur land Harry Potter, qui est magnifique. Ouais. Ils ont explosé leur fréquentation. J'ai pas les ordres de grandeur, mais c'est du domaine du doubler la fréquentation. Et on le voit bien d'ailleurs, rien que la visite des coulisses de Harry Potter à Londres, là, qui est blindée systématiquement et qu'il faut réserver 2 mois à l'avance pour avoir une chance d'y aller, on en sait quelque chose. Certes, non, mais ça c'est quelque chose. Mais maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que si tu fais quelque chose de bien foutu, ça pose pas de problème. Le problème, c'est de le mettre dans quelque chose où c'est pas cohérent, tu vois. Ouais, je comprends, mais alors autant je suis d'accord avec toi sur le Star Wars dans Space Mountain, mais on a dit qu'a priori c'était temporaire. On l'espère parce que ça a l'air, vu les nouveaux trains, ce serait pas cohérent que ça le soit pas. Effectivement.
Mais autant que le fond du parc devienne du coup très très Star Wars comme ça a l'air d'en prendre, bah, on garde finalement l'idée que tu te faisais, là, ce que tu défendais il y a quelque temps. Ah, mais dans ce cas-là, moi, ça me va à Le peu problème près. c'est Buzz éventuellement, qui à l'entrée n'a rien à faire là, et là on est d'accord, on revient sur le trop-plein de Toy Story, d'une certaine On est tout à fait d'accord, le problème c'est Buzz. C'est quelque chose que je me dis tous les jours. Le problème c'est Buzz. Mais, effectivement. Mais tu vois, enfin encore une fois, je vais revenir sur un autre sujet, mais la Tour de la Terreur. Ouais. Il y a une licence. Elle est là. Ok, elle est pas forte, mais c'est pas la question en fait. C'est pas de savoir si c'est une licence importante ou pas. C'est une question de savoir que t'as un univers hollywoodien, tu vois, qui a été créé autour. Ok, il vaut ce qu'il vaut, il est dégueulasse, d'accord. Mais t'as un univers hollywoodien et dedans, on a mis une licence qui s'intègre parfaitement. Ce serait une licence plus forte. Tiens, imagine une licence forte dans ces idées-là. Je l'ai pas là comme ça sur le bout de la langue, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. une licence forte à cet endroit-là, et tu as quelque chose de parfait. Tu vois, il n'y a pas le problème, tu vois. C'est comme Pirates des Caraïbes, dans les faits, t'as une zone des Caraïbes, t'as une zone pirate, t'as une zone aventure, tu mets la licence Pirates des Caraïbes, ça pose pas de problème. Ouais. C'est... Non, même, il faut que tu ça vois, s'intègre, il faut que ça s'intègre. C'est sûr que si la Tour de la Terreur telle qu'elle est actuellement, tu mets comme ils ont fait aux États-Unis les Gardiens de la Galaxie 2, bah tu seras peut-être content d'avoir, pas forcément 2 d'ailleurs, tu seras peut-être content d'avoir les Gardiens de la Galaxie, mais ça n'a rien à faire là. Effectivement. Et à contrario, hein, là où on gagnerait en licence et en cohérence, c'est tu changes Backlot qui veut rien dire. Parce que t'as... techniquement, c'est censé être les coulisses, machin, on s'en fout, les effets spéciaux. Et t'as Armageddon et Rock'n'Roller et Moteur Action. Ça n'a pas de sens. Autant Moteur Action et Rock'n'Roller et Armageddon, tu peux dire, ouais, vaguement, on te montre des effets spéciaux, des choses comme ça. Autant Rock'n'Roller, tu vois, je vois pas le rapport. Et le meet and greet Spider-Man à côté, donc on y... Oui, non, mais tu vois, enfin, clairement, là, si tu intègres le tout en Marvel, pour moi, c'est positif. Ouais. Oui, clairement. Et alors, la question que j'ai envie de poser vis-à-vis de Marvel, justement, puisqu'on en parle, j'ai l'impression que les gens sont déjà gavés de Marvel à cause du nombre de films. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit le cas aussi en termes de parc? Alors, je dis j'ai l'impression parce que ça se vérifie pas forcément dans les box-office, les films continuent à attirer les gens. Et effectivement, mais figure-toi que j'ai la même impression que toi, hein, c'est que je le vois par exemple au boulot ou des choses comme ça. En fait, c'est même pas tant que le fait qu'il y ait énormément de films Marvel, c'est le fait que maintenant le genre super-héros est-ce qu'il est saturé? Je ne sais pas, parce qu'ils ont l'air de marcher les films. Mais ouais. Tu vois, enfin, t'as tous les mois un film de super-héros. T'as eu Logan, t'as eu Wonder Woman, t'as eu Les Gardiens de la Galaxie. Tu vas avoir Spider-Man le mois prochain. Tu vois, enfin, c'est non-stop. C'est constamment t'as un nouveau film de super-héros. Et à mon avis, est-ce que faut voir si le marché finit par se normaliser? Tu vois, c'est toujours pareil. Quand t'as un truc qui se crée, t'as tout le monde qui se fonce dedans. Est-ce que ça va marcher? Qui va s'en tirer? Est-ce qu'on va se rendre compte que 2 films par... Finalement, ça marche, en fait, c'est juste une habitude à prendre. Mais là, ça fait 10 ans quand même. Je veux dire, pour une bulle, ça dure quand même. Je dis pas que c'est... Non, ça fait 10 ans, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y a 10 ans, t'avais Disney. Ouais. T'avais pas grand-chose d'autre. T'avais Spider-Man vite fait, mais c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, t'es dans une situation différente où t'as la Fox, t'as DC Comics, t'as... Tu vois, mais du coup, pour revenir sur le parc, tu penses que Marvel, c'est une mauvaise idée d'en faire? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je me dis que, à mon avis, aux États-Unis, ça marchera, ça cartonnera. Le problème, c'est que en Floride, ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser, c'est compliqué, parce que les droits sont à l'Universal. Mais en Europe, en France, pour moi, c'est risqué. Honnêtement, je pense que c'est risqué. Que peut-être que dans 10-15 ans, on se dira c'est ringos de ouf, tu vois. Ah, super ringard. Ça va peut-être se vieillir assez rapidement, effectivement. Ok, donc là on a parlé un peu des licences qui sont un peu partout. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des licences qui n'en sont pas, mais qui le deviennent petit à petit. Je m'explique. Typiquement, tu parlais de Pirates des Caraïbes. C'est vrai aussi pour Phantom Manor, dont on a déjà eu un film avec Will Smith, qui est... bon, c'est un film, quoi. Il y en a un autre qui est en chantier, de ce que j'ai compris. Qui serait en chantier. Qui serait en chantier. Il y aurait Guillermo del Toro dessus, mais a priori ça va pas se faire. Enfin, c'est tous les ans. Ça fait des années et des années que c'est en chantier. Donc, ok. On sait qu'il y a d'autres attractions aussi qui ont. Il y a pas forcément de Paris. Jungle Cruise qui est dans presque tous les parcs au monde, si ce n'est le nôtre, avec The Rock notamment, qui devrait arriver, je crois, en 2019 dans ce coin-là. Du coup, est-ce que c'est pas un faux problème, puisque finalement, n'importe quelle attraction Disney est susceptible d'être une licence, donc de base, qu'il soit déjà une licence à la sortie,
ou qu'il en devienne une, ça change pas grand-chose en fait. Pour moi, le problème, en fait, c'est que t'as justement... C'est à la fois un problème et une qualité que ne comprend pas Disney, c'est que ils ont des forces créatives de fou à Imagineering, tu vois. Il y a des mecs qui sont doués pour créer des univers, pour créer des choses super cool sur lesquelles tu peux construire pour faire des licences. Maintenant, je pense que c'est peut-être plus risqué pour eux de le faire dans ce sens-là. Tu vois. D'accord. Parce que c'est plus facile de, ok, ton film marche, tu fais la licence dessus, mais si ton attraction marche, elle va peut-être marcher, mais c'est pas dit que le film marche derrière, c'est pas dit que l'attraction marche qu'à moitié, tu vois. C'est peut-être plus facile pour eux d'aller dans le sens, on fait le film, et après, si ça marche, on fait l'attraction. Ouais. Mais effectivement, pour moi, c'est problématique, parce que t'as justement, c'est une force créative de fou, d'avoir comme ça des gens qui vont te faire une attraction avec un univers, on l'a dit, hein, les trois là. Et derrière, tu peux construire des films. Pour moi, c'est beaucoup plus positif pour les parcs, parce que l'attraction est pensée pour les parcs avant tout. Donc elle se crée forcément son univers, à la différence du film qui va être parachuté un peu dans un parc, où là on va essayer de lui trouver une place, tu vois. Je Donc, sais le pas, problème, regarde c'est pas... Avatarland, il est vachement classe et C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Après, toute cette discussion-là, ça regroupe un truc qui finalement est très très moderne, qui s'appelle un vilain mot marketing qui s'appelle le cross-média. Finalement, c'est pas beaucoup plus idiot que, j'en sais rien moi, Yokai Watch qui va faire une série d'animation et des jeux, et s'ils avaient de la place pour mettre un parc, ils en feraient un, quoi. Et là, c'est la même idée, quoi. Je suis pas d'accord avec toi, pourtant, parce c'est la que même chose, c'est la même. Le cross-média, surtout à la japonaise, qui sont des experts dans le truc, ils font ça tout le temps pour des milliards de trucs dont on n'entend pas parler. Eux, ils ont entre guillemets les balls de tout lancer d'un coup, en fait. C'est-à-dire que eux, ils vont pas attendre de voir si ça marche. D'accord. Ils vont te lancer le manga, la série, le jeu vidéo, les romans, les produits dérivés. Ils vont tout balancer d'un coup. Ça prend, c'est bien. Ça prend pas, tant pis. Mais au moins, on aura mis le paquet et si ça prend, c'est le carton, tu vois. Ok. Et la différence de Disney, c'est que regarde là, on parle d'attraction Frozen. Il y en a qu'une d'ouverte à Epcot, qui est pas super ambitieuse, même si elle a l'air assez chouette. Le reste, ça en parle pas pour l'instant, tu vois. Ouais. Pourtant, le deuxième film arrive fin 2019. On attend toujours Zootopia, typiquement. Le deuxième film arrive fin 2019 et de Frozen, et a priori, il y aura pas d'autres attractions ouvertes à ce moment-là, si je ne m'abuse. Enfin, tout ce qu'on a eu en France, c'était des spectacles. Aux États-Unis aussi, à part à Epcot, du coup. Ouais. Et il n'y a rien d'officiel pour l'instant qui est annoncé. Quoi. C'est certes, si, il y a des choses annoncées, mais ça viendra après, tu vois. C'est long. C'est ce que je veux dire en fait, c'est que c'est long. Ouais. C'est quoi une licence originale qui marche à Disneyland Paris ? Est-ce qu'il y en a tant que ça ? À Disneyland Paris, je parle de Paris, mais après on peut réfléchir aux autres parcs. Est-ce que si tu réfléchis, Jules Verne et compagnie, c'est une licence, La Cabane des Robinson, c'est une licence, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme vraiment, comme truc qui a été conçu de rien ? Et tu as le superbe land Frontierland. Alors t'as tout Frontierland, ça je suis d'accord. Et Frontierland qui est une histoire de fou avec Thunder Mesa, avec toutes les attractions qui sont liées entre elles, qui a une vraie histoire. Et là pour le coup, je crois qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils allaient faire des films sur Thunder Mesa. Et là pour le coup, ce serait vraiment quelque chose de génial, parce qu'il y a vraiment plein de détails que très peu de gens connaissent, que on va pas se mentir. Enfin, c'est vraiment l'histoire est touffue. Il y a beaucoup de choses. Comme je le dis, tout est lié. Donc, on imagine bien le Lucky Nuggets, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, tous les restaurants, tout le Fuente del Oro. Enfin, tout est lié. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on en fasse un podcast un jour pour raconter un peu toute cette histoire, parce que c'est passionnant. Mais faudra en parler avec un expert. on trouvera. Mais la question que j'ai, qui est un peu, je fais exprès d'être un peu troll, hein, mais si tu fais un lore aussi développé que celui de Frontierland, mais que les gens qui vont dans le parc, ils te disent je vais au train de la mine après que je sois allé à la maison hantée, à quoi ça sert ? Après que je suis. Mais non, parce que c'est des gens qui y vont et qui parlent pas forcément comme toi que tu parles. D'accord. Non mais si on fait, tu vois ce que je veux dire, tu crées un lore de malade sur Frontierland, personne le connaît, il est écrit nulle part à part dans des obscurs blogs dans un coin et dans un bouquin qu'un concepteur va sortir 3 ans plus tard. Non mais attends. Ça c'est un problème purement parisien en fait. Ouais. C'est un problème que t'as beaucoup moins ailleurs, parce que à Paris t'as ce souci en fait d'avoir plein de langues différentes. Et notamment dans Phantom Manor, ça avait longtemps parlé d'avoir une narration dans les Doom Buggies, donc les véhicules. Le problème c'est que tu peux pas en fait faire la narration écrite à Disneyland Paris, parce qu'il faudrait la mettre en 5 langues différentes, tu vois.
Et oui, enfin, c'est un vrai frein à ce niveau-là, c'est que contrairement aux États-Unis où là c'est beaucoup plus facile, là c'est pour ça que notamment t'as le film d'Eddie Murphy, Haunted Mansion, tu vois, des choses comme ça, où t'as un peu plus de narration quand même, ça reste fin, discret, c'est au fur et à mesure, mais t'as plus de narration. Parce que typiquement, tu te rends compte que Pirates des Caraïbes, avant c'était une attraction que les gens aimaient bien parce qu'il y avait une musique qui restait en tête et puis t'allais voir des pirates qui faisaient des trucs de pirates. Il a fallu attendre qu'il y ait un film pour que ça devienne quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Avant c'était juste l'attraction des pirates qui est cool et alors elle arrivait déjà à créer quelque chose parce que quand tu vas dans un autre parc qui a son propre, entre guillemets, Pirates des Caraïbes Eco Plus, tu fais toujours référence à l'autre Pirates des Caraïbes et tu passes ton temps à comparer. Donc déjà c'est que d'une certaine façon t'as réussi ton coup. Mais t'as pas d'histoire qui est née là-dedans, t'as juste, tu vas voir des pirates et puis à un moment donné ils vont tirer sur des trucs et à un moment donné ce sera des squelettes parce que les pirates c'est des squelettes et puis tout ça quoi. L'attraction a une histoire en elle-même, mais... Ouais mais les gens la comprennent pas, c'est là que je veux dire. Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire en fait, c'est que tu peux essayer d'améliorer ta narration et de construire sur ces licences pour pourquoi pas faire du cross-média mais en partant des parcs. Et à mon sens c'est beaucoup plus sain pour tes parcs en eux-mêmes, c'est peut-être plus risqué sur le côté économique, sur le côté est-ce que les films vont marcher, mais tu as vraiment le truc qui naît des parcs et qui naît d'un univers cohérent pour ensuite créer quelque chose autour de cet univers. Et c'est à mon sens beaucoup plus sain et c'est, je pense, ce vers quoi Disney devrait essayer d'évoluer s'ils avaient... parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est même pas lié seulement à Disney, c'est que tout le cinéma tourne sur des licences, des franchises. On voit, je crois que c'est Universal, je suis pas sûr, mais qui a lancé sa franchise monstre avec King Kong, Godzilla, tu vas voir Godzilla versus King Kong, enfin tu vas voir plein de conneries comme ça. En fait, c'est un problème aujourd'hui de créer des licences, parce qu'à mon avis, oui, les licences pour l'instant marchent, mais jusqu'à quel moment elles vont marcher, tu vois ? Est-ce qu'il faudrait pas essayer de prendre les devants et d'essayer de lancer d'autres licences, tu vois. Est-ce que c'est pas plus simple justement ? Est-ce qu'on va pas arriver dans un monde où les licences seront des trucs existants que tout le monde connaît et où tu vas piocher à droite à gauche et tu t'occupes juste de les faire grandir un peu en faisant des sous-licences à droite à gauche d'un peu plein de trucs. Moi je comprends que quand tu vas dans Space Mountain, c'est quand même vachement plus simple d'avoir un Amiral Akbar, même Eco Plus, qui te dit bon on va attaquer telle planète, tu pars, tu connais les vaisseaux, tu connais les lasers et puis tu connais la musique. Que d'avoir une histoire de Terre à la Lune. Alors pour le coup la Terre à la Lune c'est pas super complexe à comprendre, mais enfin je sais pas, pour moi c'est plus simple pour eux de créer autour de ça. Pour moi je suis pas d'accord. C'est là notre désaccord fondamental. Je suis pas d'accord. Pour moi justement, notamment c'est un point intéressant parce que tu as la différence de est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait. Et pour moi là Space Mountain est parfait à ce niveau là, c'est que je vais même pas te parler de Star Wars, je vais te parler de la Terre à la Lune et de Mission 2. Ouais. Parce que de la Terre à la Lune, t'as un postulat qui est simple, qui est clair et qui est épique en soi, parce que ça répond à un imaginaire un peu collectif, tu vois. Ouais. On va sur la Lune. T'as même pas besoin de connaître Jules Verne, le titre en soi il est épique, tu vois. Et tu vas sur la Lune, tu vois la Lune et tu redescends sur Terre. Tu vois, enfin, t'as pas besoin d'avoir une licence pour créer quelque chose de fou. Et il va y avoir bientôt le centenaire de la mort de Jules Verne, je crois. Et je me demande si à ce moment-là, ils vont peut-être pas essayer de recentrer sur le Jules Verne. Pourquoi pas faire des films dessus aussi ? Parce que tu vois, il y en a déjà eu par le passé. 20 000 lieues sous les mers, c'était, je crois, dans les années 50 ou 60, un film Disney. Et tu vois, il y a à faire. Et pour moi, créer du dépaysement, c'est aussi la marque Disney, tu vois. C'est que tu vas pas faire dans la facilité du allez, je te mets une licence, on n'en parle plus. Tu vas vraiment créer une cohérence, créer quelque chose. Voilà, tu vois, c'est ça. Après, je pense qu'on tourne peut-être un peu en rond, mais j'ai un autre sujet. C'est intéressant. Et est-ce que tu as un autre point que tu souhaitais aborder ? Oui, c'est peut-être plutôt au niveau du choix des licences aussi, parce qu'on l'a dit, hein, c'est ce qui fait marcher les produits dérivés, mais ce qui est très dommage, c'est que, ouais, on a toujours la même chose, et on l'a dit, toujours Pixar, toujours Marvel. Où est le Zootopie ? Où est le Vaiana qui a cartonné en France ? Pas vraiment ailleurs dans le monde, mais qui a cartonné en France. Où sont les nouveaux héros, tu vois, Ralph, tout ça c'est des films qui ont marché. Réponse, tu vois, il y a beaucoup de choses à créer et je ne comprends pas pourquoi il y a forcément cette fixation absolue sur Pixar.
Je Et pense va pas me que, faire croire ouais, qu'on peut pas vendre de produits dérivés sur les autres licences. il y a une inertie de malade en fait entre le moment où une licence va commencer à prendre et où ils vont se dire effectivement elle a pris et où ils vont mettre en branle tout le processus qui est ok, on va la pérenniser, on va faire en sorte qu'elle dure un moment. Là ils en ont quelques-unes dont ils sont certains, c'est Toy Story, c'est Star Wars et c'est Marvel. Et ils vont plutôt avoir tendance à capitaliser là-dessus. Et peut-être que là, il y a justement les systèmes qui sont en train de se mettre en route pour par exemple Zootopie ou Frozen. Frozen, c'est sûr. Zootopie, Frozen, peut-être que ça fait quelques commence. années déjà, mais même si c'est bien. Mais c'est juste que ça leur prend un temps de fou pour faire ça bien. Quoi. Ouais, mais c'est problématique, d'autant que bah, tu vois, tu crées quelque chose qui, tu crées une habitude, quelque chose, ça rend le truc pas original en fait. Tu te dis ah encore du Pixar, et je suis pas certain que ce soit que les fans qui se disent ça. Ok. Je suis vraiment pas certain. Non, mais je suis d'accord. Puis tu vois, enfin, c'est dommage de quand tu fais ça, tu fais sur Ratatouille, qui est un film certes sympathique, mais qui a pas non plus tout transcendé, qui n'est pas un carton mondial. Après, c'est bien en soi, l'attraction est cool. Ouais, puis vite c'était fait. surtout le côté, c'est à Paris, donc c'est bien d'avoir le truc de Paris dans Paris. Quoi. C'est ça, je pense que c'est de ça. Mais même si, à mon sens, c'est un peu redondant. Enfin, ça s'est fait déjà en Californie avec Cars, avec l'énorme projet Cars, ou Avatar, on l'a dit. Ouais. Même si Avatar, pour le coup, c'est pas du Disney. Du coup, c'est encore un peu différent. Mais oui, bah, pour moi, il y a Ok. peut-être un problème de variété. Ok. Ben merci Parcourien alors pour ce dossier, je pense que c'était intéressant. Les gens, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Twitter et compagnie, ça nous intéresse. Nous, on va enchaîner lentement, on va se tourner vers le monde des Disney, on va parler jeux vidéo. Ouais. En voiture, quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Battlefront 2. Alors, ce jeu sortira le 17 novembre prochain. Et première info capitale, c'est la suite du 1. Et du coup, c'est- Battlefront, faut rappeler que c'est du Star Wars, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars. Je vais pouvoir remettre plein de musique Star Wars pendant cette partie de l'émission et ça me fait plaisir. Donc, c'est actuellement la grande série Star Wars en cours en termes de jeux vidéo. Alors, après le rachat de la licence Star Wars par Disney, les jeux, avant que ce ne soit racheté par Disney, les jeux étaient développés par LucasArts. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Voilà, il y avait plein de choses différentes. Ça allait un peu dans tous les sens. Disney. Ils s'encombrent plus vraiment de studios de jeux vidéo, ils ont essayé eux aussi, c'était là aussi très aléatoire. Donc Ils ont fermé LucasArts aussi. ils ont fermé LucasArts et ils ont filé toute la licence à Electronic Arts, qui sont très doués pour massacrer des licences, il faut le savoir. Mais bon là, on avait de bonnes raisons d'avoir peur. Là pour l'instant, et donc il y a plusieurs projets qui sont lancés, il y a certaines petites choses, je vais pas parler des opus sur mobile par exemple, voilà, on va rester sur du sérieux, on va pas déconner. Et là pour l'instant, la seule grosse licence qui est sortie c'est Battlefront. Alors le premier, on sentait qu'ils l'ont sorti assez vite, histoire d'avoir un jeu vidéo à la sortie de Star Wars 7, parce qu'il en fallait quand même bien un, ils en ont profité pour mettre un petit peu de Rogue One dedans, pourquoi pas. Mais c'était le galop d'essai, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui allaient bien, mais il suffisait pour eux de faire un Battlefield, ce qu'ils savaient faire, donc un jeu de guerre, mais en mettant du Star Wars dessus, et ils avaient réussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'était un très bon jeu Star Wars, mais en termes de jeu de tir, c'était largement perfectible. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas non plus. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et notamment en termes de contenu d'ailleurs, où il n'y avait pas grand chose. Bref, on va en parler. Le prochain gros jeu Star Wars, donc, c'est Battlefront 2. Il y en a d'autres qui sont en développement, on n'en sait pas grand chose, on va pas s'attarder. Battlefront 2, lui par contre, il sort, je le disais, le 17 novembre prochain. Et j'ai pu essayer le mode multi grâce à un accès à l'alpha fermé qui est en cours. Alors, cet alpha fermé, c'est ce qu'on a pu apercevoir à l'E3 2017, donc le grand salon de jeux vidéo là qui s'est tenu en mi-juin. C'est seulement une map en multi avec un seul mode de jeu à 20 contre 20. Donc ça permet juste de tester quelques modifications de gameplay. Seulement là, il y a une chose qui frappe déjà du départ, c'est qu'on nous promet beaucoup plus de contenu, puisque c'était un vrai problème du 1, il y avait quelques maps, quelques modes, et puis le reste c'était des extensions payantes, et ça permettait d'en ajouter un petit peu, mais c'était pas non plus terrible. Pas de mode solo. Le point important pour moi, c'est quand même qu'il y aura une belle campagne solo, donc Ouais. pour jouer tout seul, Alors, avec une histoire assez cool a priori. Pour l'instant, la campagne solo, on n'en sait pas grand chose. On sait juste que c'est fait par une boîte à part, donc ça va être fait très au sérieux. Il y a un studio qui est dédié juste à ça. Et l'histoire sera, on est juste après la bataille d'Endor, donc la destruction de la deuxième étoile de la mort et la mort de l'empereur. Après l'épisode 6. Voilà, et
et on incarne une impériale qui va tenter de survivre à tout ça, de peut-être tenter de relancer l'Empire après ça. On va voir un peu ce que ça va donner. Mais Avec ça... l'occasion de voir les troubles de l'Empire à ce moment-là, ça peut être intéressant. Exactement, c'est une partie du lore qui est super intéressante à explorer et donc on attend ça avec impatience. Mais pour l'instant, ce que j'ai pu tester, donc, c'est le multi. Et la première chose en termes de contenu qui manquait, là, ils sont tout de suite rassurants puisqu'ils ont choisi de nous mettre comme champ de bataille Fid, donc la capitale de Naboo. Ah bah oui, là tout de suite je suis rassuré, mais là, Alors, tu n'imagines même pas. Ça veut dire donc... Naboo, c'est un petit peu mon paradis sur Terre. Hein, ça veut dire avec... que la J'espère première... qu'il y aura le capitaine Panaka quand même, parce que... La première trilogie débarque, donc il y a des gens qui ne l'aiment pas trop, hein, vous l'avez compris. Mais que ce soit la première trilogie ou pas, ça fait surtout du contenu en plus, et ça on est preneur quoi. Je veux dire, c'était quand même un énorme pan de la mythologie Star Wars qui n'était pas présent dans le premier jeu. Là... Et que ferait-on sans Panaka ? Que ferait-on sans Panaka ? Alors je l'ai pas vu Panaka, hein, je regarderai mieux la prochaine fois. Feed est plutôt réussi d'ailleurs, les décors extérieurs rendent super bien. Je suis un petit peu plus dubitatif vis-à-vis du palais parce que je le trouve très sombre en fait dans le film, c'est quelque chose de très éclairé avec des grandes fenêtres. Là on a plus un côté un peu sombre que je comprends pas trop. Après le film est moche du coup, ça change. C'est très mauvaise foi parce que cette partie là est quand même plutôt jolie. On est en pleine guerre des clones, donc on va jouer tour à tour soit les clones, soit les droïdes de la Fédération du Commerce. Ah bah voilà. Là tout de suite je suis emballé. Pardon. Cesse de troller. Donc... Alors le premier gros changement également, c'est en termes de gameplay, on va devoir choisir quelle sera la classe de son personnage, donc on pourra choisir à chaque fois qu'on meurt, on pourra changer de classe sans aucun problème. Les classes sont les mêmes pour les deux camps, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre mais ça se justifie plus ou moins parce qu'il faut que ce soit quand même équilibré. Et ça donne que dans le premier il n'y avait pas de classe, que tu choisissais ton arme et... C'est ça, tu choisissais juste ton arme et quelques pouvoirs et t'en faisais comme ça un peu ta classe à ta sauce. Là t'as des classes qui sont dédiées et elles vont avoir chacun des armes et des pouvoirs différents. Alors on peut avoir un pouvoir qui va se retrouver d'une classe à l'autre, ça c'est pas un problème, mais il va y avoir des spécificités quand même, notamment parce que ça permet d'avoir des builds, c'est-à-dire comment traduire build ? Très sympa ça. La construction des combinaisons, merci. Des combinaisons qui marchent bien. Qui seront définies de base d'une certaine façon, sachant que tu pourras quand même largement personnaliser tout ça. Oui, mais si t'as pas envie, t'as déjà des trucs préparés et plutôt bien optimisés a priori, ce qui est plutôt cool. Je t'avoue que c'est quelque chose que moi, dans les jeux de tir, ça me saoule un peu vite de personnaliser. Tout à fait. Mais là, la façon dont ça se personnalise, c'est plutôt intéressant. En fait, c'est un peu à la Hearthstone, c'est-à-dire que tu vas gagner des crédits et ça va te permettre d'acheter des caisses, des boîtes, des coffres, ce que tu veux. Là, ça s'appelle des craft box, je crois, qui te permettent de récupérer des améliorations des pouvoirs, donc qui sont dédiés à une classe en particulier, donc t'as pas à choisir à quelle classe tu la mets, ce sera pour cette classe-là. C'est aléatoire, hein, évidemment, c'est le principe d'un coffre. Et, on rappelle que a priori, ces choses-là, tu pourras les acheter avec du vrai argent, mais aussi des points du jeu. Ouais, avec les points du jeu ça marche, et effectivement tu pourras en avoir avec du vrai argent, ce qui, y a un côté pay to win indéniable qui est un peu pénible, mais bon. Donc ça veut dire que par exemple, ton soldat lourd, eh bien, plutôt que de lui mettre tel pouvoir qui te permet d'avoir un bouclier, tu pourras choisir d'avoir tel autre pouvoir que tu as débloqué, qui est dédié lui aussi au soldat lourd et qui marchera très bien. Voilà. Donc ça te permet quand même d'avoir un petit peu de choix, tu n'es pas bloqué dans ta classe. Et surtout, ça permet aussi d'améliorer ses pouvoirs petit à petit. Tu peux avoir des pouvoirs qui vont être plus puissants ou avec un temps de rechargement plus court, par exemple. Ensuite, ce qui ressort énormément, et ce qui je pense est la meilleure nouvelle, c'est le jeu en équipe qui est largement mis en avant. L'accès aux véhicules, que ce soit là pour le coup les chasseurs Naboo ou les chasseurs droïdes, ou on avait aussi des gros tanks droïdes qu'on voit dans l'épisode 1, ou les bipèdes motorisés des clones, là les ancêtres des AT-ST dont j'ai plus les noms. Alors pour y accéder, en fait, tu dépenses des points de bataille que tu gagnes en jouant. C'est-à-dire que ces points, tu les gagnes non seulement en tuant des ennemis, mais aussi en accomplissant les objectifs du mode de jeu, donc récupérer tel truc, débrancher tel machin, etc. Et également en donnant des bonus aux soldats qui sont autour de toi. Genre les officiers sont capables de faire des trucs comme ça, c'est très pratique. Ou même tout simplement en restant à côté de ton escouade. À chaque fois que tu réapparais dans la partie... Les officiers, c'est une classe ? Ouais, c'est une classe, ouais. D'accord. À chaque fois que tu réapparais dans la partie, tu vas être lié à une escouade de... si t'es tout seul, t'as pas de bol, mais ça peut aller jusqu'à 4. C'est fait automatiquement. Et ça te permet comme ça, si tu restes à leur proximité, ce sont des gens qui réapparaissent en même temps, qui vont donc aller ensemble à un endroit. S'ils restent ensemble, ils gagnent plus de points. Donc ça donne un côté vraiment team play. Les gens vont plutôt avoir tendance à se déplacer en groupe
pour aller à des objectifs en particulier et ainsi gagner des points. Et donc avec ces points, on les dépense à chaque fois qu'on meurt, on peut choisir, là je vais réapparaître en tant que véhicule, en tant que vaisseau ou en tant que héros. Donc là il va falloir pas mal de points, mais c'est plus intéressant que, je pense que c'est ça que tu voulais dire, que dans le 1 où en fait tu passais ton temps, c'était des bonus à ramasser sur la map. Et en fait, au bout d'un moment, ceux qui jouaient beaucoup savaient où se trouvaient les bonus, et donc tu allais toujours au même endroit pour récupérer ton ATST, ton chasseur ou ton héros. Et c'était très aléatoire et très frustrant en fait, parce que tu pouvais faire toute une partie sans jamais, même en jouant bien, sans jamais devenir héros quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, est-ce que les gens qui jouent mal vont quand même, qui sont un peu nuls, tu vois, est-ce qu'ils vont quand même avoir la chance d'avoir des héros et des choses comme ça, ou ça va être compliqué? Alors, le héros, c'est compliqué, parce qu'il faut beaucoup de points, mais les véhicules sont débloquables assez rapidement quand même, il faut pas tant de points que ça. C'est-à-dire que même en juste restant à côté de tes potes, en faisant en sorte de pas trop te mettre en avant, en étant un officier qui va soigner ses potes par exemple, ou en ramassant les objectifs, etc. T'as déjà moyen de ramasser pas mal de points, et normalement il faudrait vraiment pas avoir de bol pour pas réussir à avoir un seul véhicule pendant toute une partie, je le dis clairement. D'accord, du coup peut-être plutôt plusieurs. D'accord, du coup peut-être ce qui m'arrange, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que par rapport au premier, où t'avais un peu cette impression de je réapparais, je cours, je me fais tuer, je réapparais, je cours, je me fais tuer, un peu l'impression d'aller au casse-pipe constamment en fait. Mais là, en plus, comme t'as tendance là, à rester ça permet un petit peu, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc ça permet de plus créer des escouades et des espèces de, ouais, très clairement. Ça crée un vrai objectif et une véritable implication dans le jeu en fait, où tu vas pas juste essayer d'avancer, de survivre et peut-être de tuer 2-3 mecs et éventuellement d'avoir un objectif quoi. Exactement. Et alors après, ça c'est toujours pareil, il faut voir comment les gens jouent, hein, parce que c'est sur le premier Battlefront, ce que tu dis était très vrai dans certaines parties. Il y avait par contre d'autres parties où ça se passait super bien parce que les mecs avaient envie de jouer convenablement au jeu et où c'était vraiment passionnant à jouer. Je pense que c'est 1 an après la sortie du jeu où il y avait plus que les 3 fans hardcore du truc. C'est un peu ça. Mais du coup, en fait, au niveau de l'équilibrage du jeu, tout simplement, Electronic Arts a la main sur ça maintenant. Là où avant ils pouvaient pas faire grand chose pour améliorer ça, maintenant ils ont la main pour le faire en équilibrant tout simplement les points que tu gagnes. Donc c'est intéressant. Et alors pour avoir accès aux héros, donc c'est la même chose, il faut beaucoup de points. Et les héros qui étaient disponibles, alors on a 2 anciens qui sont de retour, Boba Fett et Han Solo. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon, c'est une alpha, donc ils ont mis les héros qu'ils avaient, ils les ont mis là et puis c'est très bien. Et 2 petits nouveaux, Dark Maul, qui est ce qu'il fout là un petit peu, à la rigueur tu peux comprendre, parce qu'effectivement dans les séries animées il revient, mais enfin c'est bizarre. Et puis il est super apprécié hein, comme héros. Et il est très apprécié, et puis sur Naboo c'est pas déconnant non plus de le voir, mais techniquement dans un combat de la Fédération du Commerce il aurait rien à y faire. Et Rey de Star Wars 7, alors elle débarque de nulle part, on comprend pas du tout. Mais c'est pareil, c'est pour montrer il y aura du Star Wars 7, hein, là on est complètement dans de la com, faut pas chercher plus loin. En fait, t'as ce côté. On sait si, par exemple, est-ce que l'Empire est marqué. Les factions seront différentes à chaque fois, du coup, à chaque partie. Parce que là, t'as la Fédération du Commerce et les clones, mais ouais. T'auras pas. Du coup, t'as pas les rebelles et les choses comme ça. Du coup, les héros seront indépendants. Je pense que, en plus de la façon dont c'est fait, ce sera pas comme avant où quand tu chopes un token de héros, tu choisis entre les 18 héros qui sont disponibles pour la faction et puis c'est parti, tu vois. Là, je pense que ce sera par map. Puisque la façon dont c'est fait, c'est que t'as déjà 2 véhicules, t'as un certain nombre de véhicules qui sont disponibles. Donc là, par exemple, t'avais les chasseurs Naboo pour du côté des clones, ce qui est un peu bizarre déjà en soi, on peut se poser la question. Et t'avais donc ces 2 héros là. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que quand ils auront terminé le jeu, quand ce sera plus une alpha, on aura accès aux véhicules clones quand tu seras sur une map qui sera dédiée à un combat entre clones et droïdes, avec comme héros des Jedi, je suppose, de l'ancienne République, donc peut-être Obi-Wan et Anakin de l'époque. Tandis que si t'es droïde, et peut-être que t'auras, j'en sais rien, Grievous, hein, ce sont des gens qui n'ont pas été révélés du tout, donc pour l'instant non, c'est pas plus, hein, je dis ça un peu au pif. Mais je pense que c'est comme ça que ce sera fait, plutôt. Et du coup c'est intéressant, parce que du coup d'une partie à l'autre, effectivement, si la partie suivante tu te retrouves sur Hoth, et là ce sera Rebelle contre Empire, avec Luke Skywalker et Leia d'un côté, et Dark Vador de l'autre, quoi. Ouais, et ça nous permettrait d'éviter de limiter le problème Boba Fett qui... et pas vraiment de l'Empire. On le met toujours comme un méchant, mais il est pas du tout chez l'Empire, Boba Fett. Il est indépendant. Ouais, il est très lié, mais oui, effectivement, il est normalement beaucoup plus indépendant. Bref, j'avance un petit peu. Il y a quelques soucis quand même sur ce truc, sur cette build pour l'instant. Donc on est sur une alpha, hein, donc ça va encore être largement perfectionné. Je parlais des vaisseaux, ils vont trop vite. Donc sur cette map, ils servent absolument à rien. On peut rien en faire. Ils ont aucun intérêt en fait, hein. En plus les objectifs leur permettent pas de briller. L'équilibrage entre les classes est pas terrible, genre le soldat lourd il a tendance à être très très puissant,
Alors après, là encore, faut voir aussi les joueurs s'ils arriveront à apprivoiser les autres classes, et puis c'est de l'équilibrage, hein, tout ça. C'est se souvent règle. pareil au début d'un jeu où généralement tout le monde a l'impression que telle classe est plus puissante, puis au fur et à mesure tu te rends compte que ah bah non, peut-être pas en fait. C'est ça. Il y a Donc, des contres. on peut attendre de l'équilibrage. Tout ça, ça peut se régler, donc et ils ont largement le temps de le faire. Hein. Ils ont jusqu'à novembre. Il va y avoir des phases de bêta, il va y avoir des choses très bien pour tester tout ça. On a déjà parlé de la campagne solo, on va attendre aussi de voir ce que donnent justement les vaisseaux qui eux aussi ont une équipe de développement dédiée, les gens qui développaient Burnout, bon pourquoi pas, c'est eux qui avaient fait l'expérience VR du premier Battlefront qui était plutôt cool, il paraît. Donc on attend de voir tout ça, ce que ça va donner, mais pour l'instant, ben, je suis très impatient justement d'en savoir plus sur ce Battlefront 2. Donc c'est J'ai une à petite suivre. question. Ouais. Ouais, est-ce qu'au niveau du gameplay, du feeling du gameplay, genre du feeling des armes, du feeling des vaisseaux, il y a des différences? Parce Alors, que c'était une critique qui a été beaucoup faite à l'époque, notamment les armes avaient très peu de recul, t'avais un côté très toc en fait. Ouais, vaisseau, ça a pas. Je vais rapidement sur les vaisseaux, j'ai très peu testé, ça a l'air d'être à peu près la même chose, mais comme de toute façon ça va trop vite, on peut rien en faire. Donc j'ai pas fait de dogfight si tu veux, donc je peux pas te dire. Par contre, au niveau de feeling des armes, le feeling en lui-même a pas l'air d'être très différent. À noter que le système de refroidissement est plus du tout pareil. L'arme va avoir tendance à s'enrayer cette fois si jamais tu tires comme un malade, et il va falloir toujours faire le mini-jeu là qui permet de recharger rapidement, sauf qu'il est beaucoup plus facile qu'avant. Donc c'est un peu particulier, faudra voir. Donc là le système de refroidissement ça t'oblige en fait à appuyer sur recharger assez régulièrement, ce qui est un peu bizarre dans l'univers Star Wars. En fait tu recharges pas, tu refroidis l'arme manuellement entre deux tirs. Sur le feeling en lui-même, j'ai l'impression moi que ça fait moins toc. Il y a des choses comme justement le soldat lourd qui a une sorte de Gatling. Bon, ça fait pas toc, hein, une Gatling, on est d'accord. Après, il y a un peu de recul, il y a un peu de choses comme ça. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de trucs de ce genre. Il y a des armes qui sont plus ou moins précises en fait. Mais on est sur du laser, donc c'est pas non plus incohérent de se dire qu'il n'y a pas vraiment de recul. Non, c'est pas incohérent, mais c'était un truc qui était assez frustrant dans le premier où t'avais un peu l'impression de flotter en fait, tu vois, le côté un petit peu je suis pas vraiment dans l'univers du jeu, je réponds à des lois bizarres et j'ai zéro recul, Là j'ai pas l'impression que vraiment que ça ait beaucoup évolué à ce niveau là, on va pas se mentir, même si je pense qu'il y a quand même un petit peu de mieux. Il faudrait que j'y joue un peu plus pour me rendre compte correctement. Il y a d'autres jeux qui sont en attente hein, sur Disney, on va passer très rapidement parce qu'on est déjà à la bourre, mais oui, on a vu Kingdom Hearts 3 hein, donc Kingdom on aura des nouvelles voilà. À la D23, ça a été annoncé. Il y a le jeu Spider-Man dont on aura des nouvelles, et on l'a dit, hein, des autres jeux Star Wars en prévision, notamment par l'équipe, une partie de l'équipe qui a fait les Uncharted, donc un jeu peut-être plus action-aventure. On a aussi les Marvel qui est chez le studio qui fait les Tomb Raiders actuellement, donc ça on sait que ça devrait arriver, ça a été annoncé en janvier. Il y aura sans doute des annonces. Plein de jeux annoncés, je crois qu'il y a 3-4 jeux différents qui sont en cours. Marvel, ça va cartonner. Ça va arriver, de toute façon, comme Star Wars, c'est pareil, ça va arriver, ils sont encore au début. Hein. Tout ça va débouler plus tard. Voilà, donc au niveau vidéo, voilà, au niveau jeu vidéo, pardon, voilà où on en est. Bien sûr, dès qu'il y aura plus de trucs intéressants, on en reparlera avec plaisir. Dites-nous si ça vous intéresse que ça parle de jeux vidéo dans ce podcast, hein, ou si vous trouvez que non, c'est pas intéressant. Hein, nous, ça nous intéresse de savoir jusqu'où on peut aller dans ces mondes de Disney. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi Rien que d'y penser pour ce mois de juillet. On espère vous avoir fait rêver un peu. En tout cas, si on vous a pas fait rêver, il y a, on le rappelle, Spider-Man Homecoming qui sort le 12 juillet et on en parlera sans doute dans le prochain numéro. Et ça, a priori, ça risque d'envoyer du lourd. Ouais, effectivement, on parlera de Cars 3 aussi, d'ailleurs, qu'on va voir ou pas en avant-première et qui sort lui aussi en juillet, le 14, 15, par là, je ne sais plus. Il me semble qu'il sort en août. Ah, peut-être que c'est début août, mais en tout cas on l'aura vu puisque déjà sorti depuis un moment aux États-Unis. Je vais à une avant-première et j'aurai le plaisir donc de vous en parler. Retrouvez-nous sur rienquedipenser.com, hein, sur Twitter c'est @rienquedipenser. Le podcast est disponible tous les premiers mercredis du mois sur iTunes, c'est itunes.rienquedipenser.com. Vous l'avez également sur Podcast Addict. C'est un podcast IGN France qu'on remercie pour la diffusion. Il est d'ailleurs aussi disponible sur leur chaîne YouTube. C'est disponible sur leur chaîne YouTube, effectivement. C'est que si vous voulez aller voir sur YouTube IGN France, vous pourrez avoir en vidéo, ça peut aussi être bien. Merci Parcurien de m'avoir accompagné. Merci à toi. Et bon été à tout le monde, ne souffrez pas trop de cette canicule et à bientôt, ciao. Profitez bien des pirates.